De rester entre nous à papoter de politique. On ouvre nos débats, on ouvre nos échanges avec un invité de la semaine. Chers amis, cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau de Backseat Daniel Andreev. Oh là là. Je suis là en vrai, ça y est. Salut Daniel, comment tu vas? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Je suis à tous vos aventures depuis très longtemps. C'est vrai, tu suis... Je te suis depuis très longtemps en fait. Je regarde les chats et tout et j'ose pas intervenir. Ou est-ce que mon message sera lu parmi les 10 000 autres dans la minute? Je regarde les vidéos et voilà. Eh ben c'est cool. Et je bois vos voix là. Le côté IRL est assez très tu es très chez présent. toi ici, et si tu es chez toi, tu es le bienvenu. Daniel, tu es journaliste, vidéaste, journaliste, Streamer, auteur. Ouais. Alors explique-nous, comment tu mets les choses hiérarchiquement, en fait, j'étais journaliste, j'ai commencé dans la presse jeux vidéo depuis plus de 24 ans. On comptait en francs à l'époque. et puis, du coup, en fait, je suis devenu... j'ai modifié un peu mes centres d'intérêt, je me suis mis au cinéma, donc je fais aussi de la presse ciné, et puis en même temps, j'ai été aussi traducteur un temps, et puis après, surtout, j'ai continué dans la presse, et puis à un moment, je me suis mis au podcast. Ouais. Donc on a été avec mes camarades tous expatriés, mais pas un expatrié mais pas fiscal. Ok. Et c'est mon camarade à Los Angeles. On a commencé un podcast où on parle de culture, mais aussi où on débat un peu de ça. On n'hésite pas à un peu se rentrer de l'art et aussi dans l'art et aussi de dire ce qu'on n'aime pas. Et puis j'ai un podcast de ciné aussi où on débat de ciné. On essaie d'établir la liste ultime des films de cinéma. Rien que ça, mais de manière évidemment. Attends, la tier list ultime? C'est plus que la tier list, c'est un marbre entier dans lequel on est en train d'écrire tous les films de l'humanité. Et bien sûr, c'est fait de manière complètement objective. J'adore faire ça. Et voilà, ça m'apporte énormément de joie. Et puis j'ai écrit des bouquins en plus. Voilà. Et je suis streamer maintenant. Donc, Mais oui, tu t'es lancé sur Twitch. Ouais, depuis 3 ans, je me suis inspiré. Et je regrette parce que, pas de m'être lancé, mais quand je vous vois et tout, je me dis, si je vous avais vu, genre à 16 ans, au moment où j'étais bien politiquement à fond, je me suis dit, c'est vraiment ça que je voudrais faire. Et maintenant, c'est les jeux vidéo. Je suis désolé. Voilà, la culture et les jeux vidéo, voilà. Tu commences à aborder le sujet qui m'intéresse aussi. Daniel, tu sais que tu es sur Backseat, une émission Ouais. qui parle de politique. C'est quoi ton rapport personnel à la politique aujourd'hui? Alors, on a une règle de base dans nos podcasts, c'est de dire pas de politique dans nos podcasts. Évidemment, c'est une boutade, parce qu'on sait très bien que apolitique, ça n'existe pas. L'apolitisme, c'est une position politique. Et en fait, c'est seulement une boutade ou il y a une petite volonté de ne pas politiser? Alors, je t'avoue qu'il y a un peu de lâcheté de ma part. C'est que je laisse mes potes beaucoup parler politique parce que eux sont très engagés. Il y en a un qui est prof, donc tous les jours, enfin toutes les semaines, il en met une à Blanquer. Je veux dire, je peux pas le blâmer. Classic shit. Il est directeur d'école. Je veux dire, Oui. il a eu le contact du Covid aux premières loges. Mon autre camarade est aussi un mec assez engagé et je t'avoue que moi... Et toi là-dedans, parce que là tu me parles de tes potes. Mais moi, toi, avec Daniel... le temps, tu vois, mes ambitions, elles ont vraiment baissé. Maintenant, j'ai un gamin et tu vois, mes ambitions, c'est de faire un gamin pas trop con. Et si moi, j'arrive à être pas trop con derrière en essayant d'élever mon gamin, ça m'ira. Ce serait être trop con que de... t'engager en politique, non, ça en fait, m'intéresse. je crois que j'ai pas le courage de me prendre les coups en fait aujourd'hui. Ok, d'accord. Je crois que j'ai plus le blitz. Il faut que je vous dise, c'est que j'étais très 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 passionné par ça, mais en tant qu'objet culturel dans ma famille, j'ai eu des gens politiques dans ma famille. Je viens de Russie donc. Ils sont tous, je suis de deuxième génération d'immigrés, mes parents peut-être pas, mais par contre mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient tous plus ou moins engagés. Ils étaient soit écrivains politiques Sous ou quelque l'URSS. chose. Sous l'URSS. Mon arrière-grand-père a été la dernière personne à avoir donné un discours dans la Russie libre. Et genre les communistes, enfin les bolcheviks, sont arrivés genre dans la Douma, enfin ce qui deviendra la Douma, mais ils sont arrivés et il a sauté par la fenêtre pour pas se faire arrêter. D'accord. On a un passif très très grand dans la famille de politique. Et mon premier contact avec la politique, c'est ma maman. On est dans l'avion et on se dirige sur un avion Aéroflot vers Moscou, en URSS, donc un pays qui n'existe plus. Et ma maman me montre la Pravda, donc qui était je dis ça pour les plus jeunes, c'est le seul journal
qui était disponible en Union soviétique, le journal d'État. Ça veut dire la vérité. C'est vachement pratique de dire qu'on est la vérité quand on est le seul journal. Non, il y avait d'autres journaux quand même. Ouais, il y avait tout un tas de presse. Bon, non, mais pas beaucoup de presse d'opposition. Ils étaient interdits. C'était pas le seul journal. Mais c'est vrai, et là je vais y venir, il y en avait un autre et je l'ai trouvé. Mais ma maman me montre la Pravda, elle me montre Lénine et Staline qui étaient sur la Pravda. Elle me dit, écoute, ces gens, ces mecs-là sont des salauds. Mais si tu dis que c'est des salauds, tu vas aller en prison. Et elle me dit ça, j'ai 7 ans. T'as 7 ans à ce moment-là. J'ai 7 ans et j'ai compris qu'il fallait pas déconner avec les statuts officiels de l'Union soviétique, ce que j'ai fait évidemment. Et je me faisais siffler par tous les flics qui me couraient après. J'étais avec ma sœur. Hein, et on s'amusait avec les statuts. J'ai été aussi en Bulgarie communiste encore à l'époque. Ouais. Et c'est des souvenirs qui m'ont marqué à vie. Et alors j'ai été élevé dans un anticommunisme... Parce que tes parents sont réfugiés. Ouais, à Serbe, mais alors il faut expliquer que c'est compliqué parce que j'ai aussi beaucoup de personnes de ma famille, notamment mon grand-père et même mon père, qui étaient ultra impliqués et ils y croyaient à fond. Au communisme ? Au communisme, mais à fond. Ils se sont même disputés quand mon père est revenu d'Union soviétique, il lui a fait... Non, et il y en a certains de ma famille qui sont retournés en 1947 au moment du grand retour, il y a eu des films là-dessus, sur le grand retour en Union soviétique. Ils se disaient, on a gagné la guerre et en plus Staline va tout améliorer. Et ils ont tous été arrêtés. J'ai des gens qui sont morts, des gens de ma famille qui sont morts dans les geôles staliniennes. C'est plus qu'un échec amoureux, c'est comme un échec en amitié, quoi. Tu y crois toute ta vie et à un moment, tout ce qu'on t'a dit est faux. Et il y a eu beaucoup de désillusions dans ma famille et je sais qu'il y a eu des disputes aussi. Le mot désillusion est intéressant parce que là, tu nous parles d'un rapport personnel et familial très intense aux politiques. Ils ont vécu l'histoire. Ouais. Et en même temps, toi aujourd'hui, à l'âge de plus de 40 ans, tu te sens désillusionné parce que tu aurais pu faire exactement l'inverse. Tu aurais pu rentrer en politique. Là, tu fier de. Là, tu dis un truc assez intéressant parce que est-ce que j'ai des désillusions ? Oui, j'ai des désillusions, mais j'ai des désillusions. Tu vois, quand tu votes... alors tu vois, en 95, je peux le dire, j'ai voté Jospin, tu vois. Je suis assez vieux pour avoir voté Jospin 2 fois. Ah ouais. C'est vrai que... je l'ai fait pas, hein, t'as vu. J'ai voté Jospin en 95, d'accord. Ouais, et du coup, non, je pouvais avoir des illusions, mais je pense que les désillusions sont venues des gens au pouvoir, peut-être le deuxième mandat Chirac, celui où on avait encore un peu d'espoir, c'était parti en vrille. Puis je crois qu'il y a une espèce de dégoût assez prononcé pour l'ère Sarkozy, l'ère Hollande. Vraiment, je me suis pas désintéressé en tant que quelque chose de culturel, mais par contre, je me suis désintéressé parce que je vois toujours les mêmes, au bout de 20 ans, c'est toujours les mêmes politiciens de profession. Quand il y en a un qui a un travail, un job, je suis presque genre ah putain lui il est dans la vraie vie. T'es pas le seul, hein, je te rassure, c'est un truc générationnel. Oui, non mais je me rends bien compte, tu vois quand et ouais non j'ai un truc de pas que j'arrive pas à me retrouver aujourd'hui. Mais ouais, j'ai pas un désintérêt du fait d'aller voter, mais globalement tous ces mecs-là m'intéressent beaucoup. Ah bon, excusez-moi, j'ai pas bu depuis longtemps. T'as de la flotte à côté de toi. Hein. Mensonge. Oh, putain, merde, c'est évident. On m'a dit de pas dire la marque parce que pas de politique sur ce plateau. Et mais ouais, non, j'ai un vague désintérêt, mais en même temps, je peux pas m'empêcher. À 15 ans, j'étais le seul de ma classe à lire Charlie Hebdo. Je me suis désintéressé très vite, d'ailleurs, vers mes 20 ans. Et j'étais le seul à lire Le Canard enchaîné religieusement. Le Canard enchaîné, c'était vraiment ma Bible. Hein. C'était vraiment un truc très important. Et est-ce que je suis désolé, mais est-ce que c'est ça le futur, de se recentrer et d'avoir un truc de je cultive mon jardin très voltairien à partir de 40 piges? Je ne sais pas. Hein. Ouais. Jules a une question pour Donc toi. du coup, vu que tu t'es construit aussi contre le modèle soviétique, etc. Donc avec, du coup, j'imagine que tu chéris particulièrement les valeurs de démocratie, de liberté individuelle, de droit, etc. Oui, évidemment, mais en même temps, j'ai envie de dire qui ne les chérit pas. Pour nous, ça a toujours été un truc, un sacerdoce. Pour une anecdote personnelle,
beaucoup de, enfin personnel plutôt de familial, beaucoup de gens de ma famille se sont risqués à ça. Je ne sais pas si vous situez, j'imagine que vous situez, mais pour les auditeurs, il y a Wikipédia, mais si vous situez Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. L'archipel Goulag, l'archipel Goulag, c'est mon père qui l'a ramené dans son sac. Est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement que Solzhenitsyn donc, était un opposant russe qui, en 1974 ou 15, je ne sais plus, a publié un livre qui s'appelle L'archipel du Goulag, dans lequel il décrit, c'est quasiment de l'investigation journalistique, par lequel il décrit le système concentrationnaire soviétique. Et ce livre a eu un effet blast en Europe de l'Ouest, où beaucoup de gens à ce moment-là ont été... C'est la première fois qu'on entendait parler de Goulag. Ouais, première fois qu'on entendait parler de Goulag. Il y avait quand même eu le rapport Khrouchtchev aussi, qui avait déjà bien cassé... le rapport Khrouchtchev, c'est après, non? C'est en 56, je crois. Mais le rapport Khrouchtchev était loin de la vérité. Non, mais sur les crimes du stalinisme, etc., qui avait déjà fait tomber les illusions, notamment des communistes français. Il y avait l'espèce de droit d'inventaire, comme on dit, qui a été fait sous Khrouchtchev, mais c'était rien comparé à l'archipel Goulag. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça a traumatisé mon père parce que il a cru qu'il allait mourir. Enfin, il suffisait qu'un mec, il allait être abattu sur place. Et bon, finalement, Solzhenitsyn a eu le prix Nobel de littérature. Je ne sais pas si c'est pour la qualité d'écriture, c'était politique, ou pour la qualité historique. Et je lui ai dit, je l'ai appris sur le tard. Il me l'a même caché. En fait, je l'ai découvert ça en lisant. Je ne sais pas si c'était l'événement du jeudi ou l'Obs ou le Figaro, mais il y avait un article et je vois le nom de mon père et je fais putain, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et il me dit bon bah voilà, faut que je te le dise. Et il avait une peur bleue. Il avait une peur bleue aussi de se faire rattraper par les services de Moscou, peut-être. Exactement, de la vengeance, le coup du parapluie. Le coup du parapluie, pour situer, c'est le truc des espions. Tout le monde avait peur du parapluie empoisonné qui a tué quelqu'un à Londres. Et c'est un truc, une angoisse qu'avaient tous les réfugiés politiques. Ils ont été menacés de mort. Léa ? Rétrospectivement, donc tu vis avec quand même un traumatisme qui est important parce que t'as grandi là-dedans. Aujourd'hui, je le vis bien. Oui, j'entends bien. Je peux plaisanter dessus, il n'y a aucun problème. Le gouvernement, les gouvernements se sont succédés en Russie. J'imagine que tu y es peut-être retourné. Comment tu vis le fait que le pays finalement n'arrive pas à sortir et finalement, la grandeur qu'on a connue de cette grande Russie, qui reste un pays fantastique. Moi, je suis fascinée, j'adore ce pays. Mais comment tu te dis, mais est-ce que c'est un peuple qui est maudit ? Alors, il faut que je dise un truc, c'est que je ne suis pas spécialiste de la Russie d'aujourd'hui. Parce que d'abord, j'y ai pas mis les pieds depuis 10 ans. D'accord. Pour une raison simple, je suis allé la dernière fois en Russie quand Poutine n'était pas président. Il avait foutu Medvedev président et il est devenu Premier ministre. Et je me suis dit, allez, c'est comme... Tu retiens ta respiration et tu y vas. En fait, j'ai un vrai problème avec la Russie qui fait passer des lois homophobes, des lois vraiment liberticides envers les journalistes. J'ai écrit un article de ma vie qui se moquait de Poutine. Je me demande s'il y a mon nom qui va popper sur l'ordinateur si j'y reviens. Ouais, c'est possible. Hein. Je pense que les Russes ont un rapport trouble avec l'autorité. Ils ont toujours ce mythe du grand dictateur qui va les ramener sur le droit chemin, et c'est un truc sur lequel il faut pas oublier pour nous. Mais pour nous, c'est-à-dire que eux, ils l'appliquent régulièrement. Tout régulièrement, ils mettent un mec avec la poigne, avec une main de fer au gouvernement, que ce soit. Enfin, il se met tout seul aussi un peu quand même. Que ce soit les communistes, que ça Yvan le Terrible. Je veux dire, on peut y aller. Il y a toujours eu un salopio qui est venu. À la tête de la Russie, et il y a vraiment des gens qui sont résignés à ça en Russie, pour en avoir parlé beaucoup, qui sont résignés du sens de c'est ça maintenant et ça va passer. Je suis très perplexe à chaque fois sur l'avenir de ce pays. J'aimerais bien y retourner et j'attends juste que Poutine ne fasse pas un clone de lui-même et qu'il se mette pas au pouvoir lui-même, quoi. Enfin, parce que... Et pour ce pays, tu n'attends plus grand-chose. Donc pour ce pays-ci, la France, tu te replies, pour pas désespérer, tu te replies sur ta sphère personnelle, quoi. C'est vrai, il y a un peu de ça. Je t'avoue, je m'en rends compte maintenant en te parlant, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Je me ressens sur les choses qui me
sur le cinéma, la littérature, les choses qui me font vivre. Tu risques de voter quand même en 2022 ? Alors, on en parlait juste. T'es pas obligé de nous dire pour qui. Mais non, bien sûr, je me dirais pas. Tu as encore le droit de décider tout seul. La blague de mes potes était tu vas passer à Backseat. Ils avaient besoin d'un quota d'invités de droite, alors c'est un peu risqué pour eux. Parce que t'es de droite. Bah voilà, on a une réponse. Non, mais c'est la blague qu'ils font sur moi. Mais tu peux, il y a aucun problème. Mais j'aurais aucun souci. Mais par contre, j'ai été radié de là où j'étais. Parce que des listes électorales. De listes électorales, parce que j'ai déménagé et en général, moi, je trouve que c'est bien en fait d'aller sur ses terres. Enfin, sur ses terres, c'est un autre arrondissement de Paris, faut pas déconner. mais tu vois, j'ai des potes qui vont qui retournent voter chez leurs parents, là où ils ont grandi. J'ai un ami qui vote à Trappes, il retourne chez ses parents, il vote à Trappes, il me dit chez nous on radie pas. Et par contre, là où j'étais, il radie à fond et il y a des arrondissements qui radient plus que d'autres. Il paraît que l'arrondissement de Jean Tibéri irradiait 0. Non, Paris, il y a une histoire un peu particulière avec la radiation. Oui, on faisait voter les morts. Oui, non, il y a des longues histoires. Depuis, ça a beaucoup changé. Mais je suis très motivé, par contre, à me réinscrire sur la liste électorale de là où j'habite. Et en même temps, elle t'emballe, là, cette présidentielle ? Moi, je vous dis bon courage, les gars. Non, mais vraiment, je vous dis bon courage. Ouais, j'avoue, moi, je suis déjà sous médoc. Et je vous dis, en fait, je veux pas faire un rant et tout ça, mais en fait, j'ai un vrai problème avec cette campagne électorale. Et c'est le moment là où on va percer l'audience de Quotidien, là, je vous le dis. En vrai, il y a un truc, c'est que je déteste cette campagne électorale pour une raison simple, c'est qu'elle est... Elle est prise en otage, non pas par les hommes politiques, mais plutôt par les commentateurs, par les gens d'opinion. Mais comme à chaque fois. Oui, mais plus qu'avant, dans le sens où vraiment j'ai l'impression... Ils ont davantage de place ? Et que c'est eux qui mènent la danse, dans le sens où peut-être l'effet loop qu'a Internet... avant, c'était les hommes politiques qui avaient une tendance à faire une punchline dans un JT ou une punchline dans un truc. Chirac te sortait la fracture sociale et tout le monde reprenait la fracture sociale. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt les commentateurs qui te donnent un peu le là et il suffit qu'il y en ait un qui te dise il faut que les mecs ils changent de prénom, les mecs avec un nom étranger. Justement, il y a même un commentateur qui a plus de 10% d'intention de vote dans les sondages. Et en fait, j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec tout d'un coup, qui est un connard, je dis ça avec zéro respect. Qui est d'ailleurs une figure hybride entre ces commentateurs et les hommes politiques. Il y a une hybridation aussi. Comment le commentateur devient lui-même acteur? Bien sûr, c'est qu'avant, il y avait une espèce de tenue intellectuelle où les hommes politiques se référaient aux économistes, aux hommes d'idées, et maintenant, c'est plus un truc de punchline, et c'est pour ça que je vous dis que vous avez du courage, parce que... Là, on est un peu passé dans un logique de divertissement, presque. Sur mon stream, par exemple, il y a des mots, des commentateurs politiques, par exemple, genre je fais... Écoutez, je suis sûr qu'il y a plein de streams où vous pouvez en parler, mais je me tiens quand même à me garder, ne serait-ce que moi, une bonne harmonie du truc, et j'ai pas envie de parler de ça. Et pour autant, ça peut s'inviter. T'es passionné de cinéma, et je t'ai entendu dans ton dernier stream, tu parlais du dernier James Bond. Tu sais comme moi qu'il a reçu un accueil politique des journalistes. Ça me rend fou. C'était un James Bond woke. Alors non, me lance pas sur James Bond, ça me rend fou, parce que... Dis-moi alors. Mais tout d'un coup, il y a toute une... Et je veux pas bâcher mes confrères critiques cinéma, mais il y a toute une génération de critiques cinéma qui ont 50 piges, qui sont là à faire oh là là, ils ont politiquement correct mon James Bond et tout. Et moi, vous savez quoi, moi j'adore Superman et j'ai survécu à Man of Steel, alors ils peuvent bien s'accrocher un petit peu, quoi. Il y a des films de merde sur des personnages que j'aime bien, et tu sais quoi, tout passe. Et James Bond, il y aura d'autres James Bond, et j'ai envie de leur dire, les mecs, moi ce que j'ai fait, j'ai calculé mon espérance de vie en film de James Bond, j'ai environ entre 15 et 25 à tout casser, James Bond à vivre, et je me dis qu'il y aura plein de James Bond différents. Puis James Bond avait déjà évolué, hein. Sean Connery mettait des mains au cul, ce que ne faisait plus Daniel Craig. Alors c'était pire que ça. Attention, vous me lancez sur James Bond, mais dans Goldfinger, il fait une planchette japonaise à une femme lesbienne et elle se transforme en hétérosexuelle. C'est vrai. Ouais. Tous les Sean Connery, sans aucune exception, toutes les relations sexuelles commencent. C'est quoi une planchette japonaise? C'est une prise. Une prise par-dessus l'épaule dans le foin. C'était une position sexuelle, du coup. Je la connais pas celle-là. La planchette japonaise. Par-dessus l'épaule dans le foin, et tout d'un coup, Pussy Galore devient hétéro. Manu Militari. Une belle thérapie de conversion, quoi, en fait. Et tous les Sean Connery allaient
allait dans ce sens-là, dans le sens où chaque relation sexuelle d'un Sean Connery était un petit peu un viol. Et je vous invite à tous les regarder. Ces films existent. On peut toujours les voir. Très très mal vieillis de ce point de vue-là. Ça a très mal vieilli. Je les ai montrés à ma compagne qui a un peu fait la gueule. Mais en même temps, ça a un intérêt historique parce que c'est des films qui existaient et qui ont du succès. Et ma maman les adorait pour autant. Mais tu vois, ce woke de Roger Moore, un jour, Roger Moore, il a tapé une fille dans un film et il a fait... C'est la dernière fois, plus jamais ça dans mes films. Et plus jamais on lui a posé de frapper une femme. Mais donc Gaspard, il y avait déjà des évolutions. Déjà. Bah oui, c'est ça. Gaspard voulait te demander un truc. Tu as dit que tu étais père de famille, c'est ça? Ouais, depuis pas longtemps. Félicitations. Ah, Mazel Tov. Tu as réfléchi du coup à la transmission, parce que du coup, de ton histoire personnelle, de l'histoire de ta famille, et peut-être les valeurs que tu vas décider d'essayer d'inculquer ou pas à ton enfant Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'en plus, ça, c'est la partie politique. Mais en gros, ma famille n'a jamais eu de chance puisqu'ils se sont fait décimer par les communistes, mais ils se sont fait ratiboiser aussi par les nazis. Ma grand-mère était dans le pire endroit du monde. J'ai choisi entre les deux. Hein. Ouais, non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais lui dire, fiston, mon gars, de base, voilà pourquoi notre famille, il y a que... Mon fils, il a un cousin, il a un oncle, et voilà, genre, il a personne dans sa famille. Genre, c'est une famille très nucléaire. On s'est pas reproduit de ouf. Et je vais lui expliquer pourquoi on n'est pas. Il y a des gens qui ont été traumatisés par la guerre. Ouais, non, il y a vraiment des choses. Mon grand-père, je sais pas comment il a trouvé la foi dans la vie, mais mon grand-père a fait le front à Stalingrad, tu vois, et moi j'ai ces récits ancrés dans ma mémoire. Donc, comment je vais transmettre ça? Je me dis sans doute, et je m'engage pas auprès des de ton enfant qui regarde viewers du chat qui me connaissent. Ce n'est pas un engagement, mais je pense que j'en ferai un bouquin. Je pense que ce serait cool. Je pense que j'ai des angles là-dessus et ça peut intéresser peut-être les gens de au moins avoir. Ce sera plus la voix directe, mais ça sera la voix de quelqu'un d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que ma grande-tante a fait pour l'histoire de notre famille, qui est liée aussi à la Russie. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus bels objets qu'on ait dans la famille, parce qu'on a cette histoire, donc je t'encourage à le faire à fond. Quoi. Les maisons d'édition là, qui regardaient Backseat ce soir, je vais m'envoyer un message. Je vais peut-être faire ça, mais en fait... Mais vraiment, c'est super je prends important, note, quoi. mais... À vrai dire, toute ma famille, ils ont tous écrit des autobios, puis c'est une famille d'écrivains du côté paternel. Donc t'as un peu de matière déjà. Et du coup, mais ils commencent tous dramatiquement. J'ai relu un peu l'autobio de ma grand-mère, qui était aussi écrivaine, qui a fait on mourait de froid cet hiver-là à Moscou. C'est la première phrase de son bouquin. J'ai fait putain, je peux pas. Moi, mon gars, j'ai le chauffage intégré dans mon appart. J'ai honte. Tu peux commencer comme ça d'ailleurs. Daniel, est-ce que ça te dit de jouer un jeu avec nous? J'ai un jeu, mais j'ai aussi quelque chose que je peux vous dire. T'as un truc pour nous? Vas-y. J'ai plusieurs trucs. Alors, je t'avais vu avec ton petit sac. C'est pas des cadeaux. Mais il faut que je vous confesse quelque chose. La politique ne m'a pas complètement désintéressé. Et je vais vous montrer un objet de honte et il faut que je confesse devant parce qu'il y a beaucoup plus de viewers chez toi que chez moi. Il faut que je confesse un truc, c'est que chez moi, j'ai une étagère de la honte. C'est une étagère de la honte. Il y a quoi dessus? J'ai une compagne qui est critique littéraire, elle fait plein de trucs qui l'intéressent, de beaux livres, de livres qui la passionnent sur le féminisme et tout ça. Moi, j'ai des livres politiques. Et j'ai un kink pour les livres politiques nuls. Ah, j'en ai aussi chez moi. Et je les achète à 1 euro. Et alors, regardez ça. Ça, c'est un best-seller. J'en ai 10 exemplaires. Ah, c'est promis, j'arrête la langue de bois. Oui, le fameux livre de Jean-François Copé. C'est pas le meilleur. Mais la couverture, surtout. C'est pas le meilleur, parce que le meilleur, c'est celui le bilan des années Jospin. Et il en parle comme si c'était Buchenwald, quoi. c'est genre les années... Alors que les années Jospin, tu vois, moi, je suis prêt à donner beaucoup d'années pour y retourner. Donc, ouais. Donc, vas-y, t'as quoi d'autre? Et j'en ai ramené un autre qui est un cadeau d'un ami. Et alors celui-là, regarde, celui-là c'est une perle rare. Celui-là, alors tu me dirais, c'est un homme qui a quitté la politique, il faut lui foutre la paix. D'accord. Mais celui-là, il a un petit... le titre est fabuleux. Il a un petit king. D'abord, il parle comment il aurait couché avec Brigitte Bardot. Ah oui. Et Brigitte Bardot a fait niette. Et tu sais quoi, moi je crois plus Brigitte Bardot sauf là-dessus. C'est clair, j'avoue. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu sais pas, parfois tu as des trucs. J'ai trouvé des bouquins dédicacés par Jean-François Copé qui ont été offerts à des gens et qui les ont revendus. Mais tu chopes ça où? Mais tu m'étonnes que tu les revends. Alors c'est là où tu vois, je suis vieux, je vais dire Price Minister, tu vois. Mais maintenant c'est une autre marque. Est-ce que vous en avez, vous, des exemples de bouquins shame comme ça, politiques? Moi j'avais acheté le truc de Trierweiler.
au moment de... Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. C'est terrible quand on bouquin-là, voit des gens qui les achètent au premier degré. Il y en a très peu. Ça se vend. Oui. Ça, c'est du bouillon. Ça se vend à 500 exemplaires. Tout ça, c'était pour passer chez Fogiel et chez Ardisson. Ça, c'est des objets d'influence. On en avait parlé dans un backseat. Il y avait un bouquin de Christine Boutin qu'elle a vendu à 8 exemplaires, je pense. Ah oui. C'est même pas les exemplaires presse en fait. C'est même pas les exemplaires presse. Et donc ce bouquin-là, il est collector. Si quelqu'un le retrouve en brocante, sans déconner, je vous invite à regarder celui-là, Balkany. Pourquoi je l'aime celui-là? Parce qu'il m'accompagne à tous les streams. Il est sous le micro. Il absorbe le son. Je sais pas. Comme il absorbe l'argent visiblement. Et il est dédicacé par Balkany. Qu'est-ce qu'il a écrit alors? Pour David Douillet. En témoignage de mon amitié. Génial. Et mon gars, j'ai découvert ça une soirée. J'ai fait. Merde. Et ça veut dire que David Douillet ou quelqu'un de son cabinet, genre il s'est dit, nah. Il a fait, non, je veux pas. C'est toxique ça. Chérie, on déménage. Va falloir qu'on se défasse de ton livre. C'est mes petits totems. Et j'ai Génial. Un totem que j'ai amené. Alors, mes gens de mon stream m'ont dit non, certains ont dit oui. Voilà, ça c'est... C'est une vraie poupée russe. Et il y a qui à l'intérieur? Alors, ça se voit que la dernière fois que j'y étais, c'était du temps de Medvedev, donc de Sarkozy. Ouais. Donc c'était en 2009. Parce qu'il n'y a pas Macron dedans depuis, c'est vrai. Il y a pas Hollande. On oublie Hollande. Trop con. Et donc il y a Chirac. Et alors donc il y a Chirac. Ah, c'est beau. Ah ouais, on et c'est du beau matos ça en plus, franchement. Bah c'est bien peint quand même. Et alors, hop, on a un petit Mitterrand. Mais c'est trop mignon. On y est Pompidou ou pas? Ah non, Giscard, pardon. On a Giscard. Oh non, Et on a le petit Pompidou. Ils sont pas jusqu'à De Gaulle. Ah bah non, ils peuvent plus. C'est trop petit après. Ah ouais, ils ont cancel De Gaulle. Mais non, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Ah. Il y a une règle. Ils auraient pu le faire plus gros. Et je tiens à dire que c'est devenu un jouet pour mon fils de 2 ans. Et il a cassé. Il a littéralement cassé le couvercle. Il a cassé Sarkozy. Il a fracassé Sarkozy. Je suis très fier de mon prise de position. de mon gamin. Je l'aime. Merci beaucoup Daniel d'être venu avec ces petites surprises. Je vais remballer mon matos maintenant. Merci à toi.